Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec vous d'intelligence et surtout de croyances relatives à l'intelligence. Pour ce faire, on va explorer le travail de la psychologue Carol Dweck qui enseigne actuellement à Stanford. Je ne sais pas pour combien de temps encore parce qu'elle a quand même plus de 70 ans. Toujours est-il qu'en 99, elle a publié un livre, un essai qui s'appelle Self-Theory, The Role in Motivation, Personality and Development. Désolé pour cet accent absolument scandaleusement français. Donc en gros, les théories du soi. Self-theory, c'est pas évident à traduire littéralement. Théorie de soi-même, théorie de soi ou théorie du soi. Vous choisissez l'expression qui vous convient le mieux. Leur rôle dans la motivation, la personnalité et le développement. Pour commencer, je vais vous présenter les deux types d'intelligence identifiés par Carol Dweck chez l'être humain. Donc il y a d'abord ce qu'elle appelle Theory of Fixed Intelligence, qu'elle nomme encore ou également Entity Theory. Donc Entity Theory, on pourrait traduire ça par théorie de l'entité, mais c'est très moche et ça veut rien dire. Donc je vais plutôt traduire ça par théorie essentialiste. Là, je pense que ça parlera à tout le monde. C'est donc la théorie de l'intelligence fixe ou l'intelligence figée. Et l'autre théorie qu'elle a identifiée, c'est ce qu'elle appelle Theory of Malleable Intelligence, ou encore Incremental Theory, une théorie selon laquelle l'intelligence est quelque chose qui peut se développer, quelque chose qui est malléable. Donc, moi j'ai envie de traduire Incremental Theory non pas par théorie différentielle, mais par théorie évolutive, hein, même si je trahis un petit peu le sens littéral des mots à la base, ça me paraît être une bonne manière de retranscrire leur sens profond. Au sujet de la théorie de l'intelligence figée, de cette approche donc essentialiste de l'intelligence, Carol Dweck nous dit la chose suivante. Ce point de vue a de nombreuses répercussions sur les étudiants. Cela peut les rendre inquiets de la quantité d'intelligence dont ils disposent, et ils veulent avant tout avoir à la fois l'air et le sentiment d'en avoir assez. Ils doivent paraître intelligents et éviter à tout prix d'avoir l'air stupide. Qu'est-ce qui fait que les étudiants adhérents à la théorie essentialiste se sentent intelligents ? Les succès faciles et obtenus sans effort, et le fait d'avoir de meilleurs résultats que les autres étudiants. L'effort, la difficulté, les revers ou les camarades qui ont des meilleurs résultats qu'eux remettent en question leur intelligence, même quand il s'agit d'étudiants qui ont a priori une grande confiance dans cette intelligence. Et concernant la théorie de l'intelligence malléable, Carol Dweck nous dit ceci. Ce n'est pas que ceux qui adhèrent à cette théorie nient qu'il existe entre les gens des différences quant à la quantité de connaissances ou la vitesse à laquelle chacun maîtrise certaines choses, c'est juste qu'ils se concentrent sur l'idée que tout le monde, avec des efforts et des conseils, peut augmenter ses capacités intellectuelles. Pour les tenants de l'approche évolutive, l'estime de soi fonctionne différemment. Ce n'est pas un stock interne qui est alimenté par les succès faciles et qui serait diminué par les échecs. C'est une façon positive de vous expérimenter vous-même quand vous êtes pleinement engagé et que vous utilisez vos capacités au maximum dans la poursuite de quelque chose que vous appréciez. Ce point de vue a également de nombreuses répercussions sur les étudiants. Cela leur donne envie d'apprendre. Après tout, si votre intelligence peut être augmentée, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi perdre votre temps à vous inquiéter d'avoir l'air intelligent ou stupide alors que vous pourriez devenir plus intelligent ? Qu'est-ce qui fait que les étudiants qui adhèrent à la vision évolutive se sentent intelligents ? S'engager pleinement dans de nouvelles tâches, s'efforcer de maîtriser quelque chose, étendre leurs compétences et utiliser leurs connaissances pour en faire bon usage, par exemple pour aider d'autres étudiants à apprendre. Alors ici, je dois ouvrir une parenthèse. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, de toute manière, ces deux visions, elles sont stupides parce que l'intelligence, c'est pas uniquement un truc figé, gravé dans le marbre génétique, et c'est pas non plus uniquement un muscle qui peut se développer, etc. En gros, tout ça nous renvoie au débat sur l'importance de l'inné et de l'acquis, et normalement, si vous avez une vision du monde un petit peu complexe, vous vous dites tout ça n'est qu'une affaire d'interaction. Il y a une interaction entre la biologie et l'environnement. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je vais citer un petit extrait de l'œuvre somme de Sapolsky, Behave. La recherche actuelle explore activement les interactions entre le gène et l'environnement. À quel point cela est fascinant. L'héritabilité de différents aspects du développement cognitif est très élevée chez les enfants qui sont issus de familles de catégories socio-professionnelles élevées. Ce qu'on appellerait nous en français des CSP. 70% du QI serait lié
à un facteur d'héritabilité. Donc en gros, pour faire très simple, à la génétique. Mais cette héritabilité serait seulement de 10% chez les enfants issus de catégories socio-économiques basses. Ainsi, un statut socio-économique élevé permet à la pleine portée des influences génétiques sur la cognition de s'exprimer et de fleurir, alors que les paramètres d'un statut socio-économique bas les restreint. En d'autres termes, les gènes sont presque insignifiants en matière de développement cognitif si vous grandissez dans une terrible pauvreté. Les effets négatifs de la pauvreté coupent ceux de la génétique. Après l'inévitable citation de Robert Sapolsky, revenons-en aux fameuses self-théories de Dweck. Si ça s'appelle des self-theories, c'est parce que ce ne sont pas que des théories sur l'intelligence de vos petits camarades de classe, mais parce que c'est une manière de se représenter sa propre intelligence et par extension de se représenter sa propre identité. On a donc d'un côté des gens qui ont une théorie essentialiste de leur intelligence, et donc par extension de leur identité, et de l'autre côté des gens qui adhèrent à une vision évolutive. Et cette différence de vision, elle a des effets spectaculaires. Les objectifs que se fixent les élèves et les étudiants en fonction de leur self-theory divergent. Alors, je précise que je parle d'élèves et d'étudiants parce que les études de Dweck ont porté aussi bien sur des collégiens que sur des étudiants. Et en gros, ceux qui ont une vision essentialiste de l'intelligence cherchent la performance. Vous allez me dire, pour avoir une bonne performance, il faut travailler dur, mais en l'occurrence, quand on parle de performance, ça se traduit dans le milieu scolaire par juste avoir des bonnes notes. De l'autre côté, ceux qui adhèrent à une théorie évolutive, ceux qui ont cette vision quant à leur propre intelligence, eh bien en fait, ils ont des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils veulent développer leurs compétences. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que les différentes théories de soi-même, non seulement ont des effets sur les objectifs, mais aussi sur les comportements pour atteindre ces objectifs. En gros, ceux qui adhèrent à une théorie évolutive de leur propre intelligence travaillent plus et, phénomène plus intéressant encore, je trouve, ils s'adaptent mieux à la nouveauté parce qu'ils semblent plus capables de recombiner ce qu'ils ont appris pour tester des choses nouvelles. Je le répète, je survole simplement les travaux de Carol Dweck au pas de course, donc je vais aborder un autre élément qui me paraît très intéressant, c'est la réaction face à l'échec. Carol Dweck a en effet conçu un dispositif expérimental pour confronter les étudiants à des questions et des problèmes qui sont largement au-dessus de leurs compétences actuelles. Donc en fait, il y a des questionnaires piégés qui commencent par des questions qui sont bien calibrées pour le niveau de connaissance des différents participants. Et puis à la fin d'une série de 10 questions, les 2 dernières sont particulièrement déconnectées de la réalité des connaissances des participants, ce qui permet de les plonger de façon garantie dans une situation d'échec. Face à ces problèmes délibérément impossibles à résoudre, les partisans de la théorie essentialiste de l'intelligence, de leur propre intelligence, je le répète beaucoup mais je veux que ça soit bien clair, ces partisans de l'approche essentialiste se découragent, ils abandonnent plus facilement, ils se culpabilisent et ils sombrent dans un état morose, un peu anxieux, un peu dépressif selon les personnes. À l'opposé, ceux qui adhèrent à une vision évolutive de l'intelligence et de leur propre intelligence, puisqu'on parle de self-theory, eh bien, ils se découragent pas. Ils ont un discours d'auto-motivation, ils se font des petits speeches intérieurs, ils se font de l'auto-coaching en quelque sorte, en se disant « tu peux le faire, tu vas y arriver ». Ils restent confiants dans leurs chances de succès, ils essayent d'améliorer leur stratégie et surtout, ils restent d'humeur stable. Et pour citer Carol Dweck dans le texte, lorsqu'ils ont un objectif d'apprentissage, les étudiants n'ont pas besoin de sentir qu'ils sont déjà forts dans un domaine pour s'accrocher et pour persévérer. Après tout, leur but est d'apprendre et non de montrer qu'ils sont intelligents. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, je voudrais quand même par transparence vous inviter à aller lire la page anglophone de Wikipédia consacrée à Carol Dweck parce que il y a plusieurs critiques qui ont été formulées sur son travail, sur ses travaux. Donc allez la lire, ces critiques ne sont pas répertoriées sur la page francophone. Voilà, donc vous connaissez la chanson, apprenez à parler anglais suffisamment pour lire des ouvrages scientifiques et des pages Wikipédia techniques, de choses un petit peu pointues, autre chose que des notices sur des personnalités du sport ou de la musique. Et maintenant que cette précision relative à l'hygiène mentale de chacun d'entre vous a été faite, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai eu du plaisir à partager toutes ces expériences. Alors déjà, j'ai eu du plaisir parce que moi je ne connaissais pas ces histoires de self-theory sur l'intelligence, sur la perception de sa propre intelligence jusqu'à il y a peu. J'ai découvert ça il y a quelques mois, donc j'étais très enthousiasmé d'apprendre des nouvelles choses et de voir à quel point
la vision qu'une personne peut avoir de son intelligence comme quelque chose de figé ou quelque chose d'évolutif va changer son comportement face aux problèmes et face à l'apprentissage. Bon, en fait, une fois que tu l'as appris, c'est peut-être un biais rétrospectif de ma part, mais ça paraît juste évident. C'est-à-dire, évidemment, si les cartes sont déjà distribuées dès le départ, pourquoi te forcer finalement à travailler particulièrement dur, sauf peut-être à te dire que ça permettra d'exprimer le plein potentiel de ton intelligence. C'est pour ça que j'ai fait ma parenthèse sur Sapolsky au milieu. Il y a quand même des manières plus nuancées de voir l'intelligence que complètement figée ou complètement libre, sachant que, si vous avez bien suivi, au début de la vidéo, je précise bien que Carol Dweck explique que l'étonnant d'une approche évolutive de l'intelligence ne nie pas les inégalités entre les individus. C'est juste qu'en fait, ils se focalisent sur le fait qu'ils peuvent progresser. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent pouvoir dépasser tout le monde, ça ne veut pas dire qu'ils croient en un fantasme de toute puissance intellectuelle, mais ça veut dire que, en fait, ils ne sont pas résignés. Ça nous renvoie aussi, et elle en parle dans ses travaux, à la notion de learn helplessness que j'ai évoquée dans ma vidéo « Comment gérer le stress chronique pour éviter la dépression », où je parle de cette notion qui a été développée par un psychologue qui participait à des programmes de torture pour la CIA. Au-delà de la thématique, de l'apprentissage, de la scolarité, qui peut tout à fait intéresser ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui vont réfléchir à la manière d'éduquer les enfants justement à ce qu'on va leur inculquer comme croyance limitante ou pas, parce que du coup un enfant qui croit à une intelligence figée, en fait il va vachement se limiter au niveau du travail, au niveau de l'apprentissage et au niveau aussi peut-être même de la curiosité, en matière en tout cas de curiosité intellectuelle, je parle pas de la curiosité pour les jeux vidéo ou les sports, mais en matière d'apprentissage, ça va peut-être grandement influer sa destinée scolaire et par extension sa destinée professionnelle. Donc bien sûr que c'est très très intéressant en tant que tel, si on ne va pas au-delà du travail de Carol Dweck, mais vous l'avez compris, moi j'ai eu envie de partager ça avec vous parce que c'est une excellente illustration de l'importance des cadres mentaux. Au quotidien, on évolue tous avec des cadres mentaux qui sont actifs dans notre cognition. On n'en a pas forcément conscience, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord introduire cette notion à travers un exemple plutôt amusant de ce qu'on appelle les allants de soi culturels. Mais en fait, il n'y a pas que les allants de soi culturels, il y a des allants de soi individuels. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les cadres mentaux sont nécessairement erronés. Évidemment, la carte n'est pas le territoire, donc un cadre mental, ce n'est jamais le territoire, c'est toujours une carte. Pour le dire autrement, tous les modèles sont faux, certains sont utiles, et ce qui est passionnant avec l'étude des cadres mentaux, c'est justement que c'est un levier de développement personnel très très puissant, quand on arrive à identifier les cadres qui sont dysfonctionnels ou qui nous emmènent à l'opposé de là où on aimerait aller en réalité, et de garder ceux qui sont fonctionnels. J'ai beau proposer des coachings différents sur mon site, avec des thématiques et des prix différents, même si je pense sincèrement à uniformiser les tarifs, mais ça c'est un autre débat. J'ai beau proposer ces coachings différents, la vérité c'est que quel que soit le sujet abordé, tôt ou tard, on va à un moment tomber sur un problème de cadre mental. Je suis pas en train de te dire que c'est la seule chose qui doit être étudiée dans une séance de coaching. Je suis pas en train de te dire que ton cadre mental c'est le seul levier que tu peux activer. Et parfois il y a simplement un manque de connaissances sur les bonnes stratégies à avoir, les bons aliments, quelles sont les habitudes qui sont efficaces, etc. C'est pour ça que j'ai consacré la précédente vidéo à la question de la routine matinale, même si, comme on me l'a fait remarquer, c'est un peu un sujet cliché du développement personnel et je n'y ai exposé que des poncifs. Bah oui, des fois j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas des portes ouvertes pour tout le monde. Et si parfois un client a juste besoin d'avoir des informations factuelles sur quelle est la meilleure heure de la journée pour faire telle ou telle chose, ou quels sont les aliments à éviter, des informations qui parfois nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde, je le répète, eh bien en fait quand quelqu'un se sent insatisfait de son existence, voire qu'il a l'impression d'être la mouche qui est en train de bourdonner et de se cogner contre la vitre, en général c'est qu'il y a un problème de cadre mental à résoudre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère en particulier que tu as vu la pertinence qu'il y a à faire un lien entre un domaine de psychologie expérimentale et le développement personnel individuel, vu que souvent on oppose le développement personnel avec la vulgarisation scientifique, la science, tout ça c'est des choses incompatibles, oulala. Tu remarqueras aussi que quand je parle de croyances limitantes et de l'importance du cadre mental, ça n'a rien à voir avec les lois de l'attraction,
qui sont des extrapolations, enfin c'est plus que des extrapolations, ce sont des inepties qui ont détourné la mécanique quantique pour en faire un truc magique, qui te vend la création d'argent par le pouvoir de la pensée, comme si on était dans un monde magique, façon Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou Star Wars. Je rappelle que Star Wars fait appel à ton besoin de magie. Voilà, j'espère que tout ça t'a plu. Tu peux laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour exprimer ton ressenti quant à la vidéo. Tu peux laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir tant que c'est courtois, même si c'est critique. Tu peux, si tu veux plus de contenu qui parle comme ça de développement personnel, de biologie, de psychologie, d'entrepreneuriat, de créativité, selon les humeurs, une fois par mois recevoir une newsletter, tu peux t'inscrire à la newsletter. Je ne suis pas sûr d'avoir fait une phrase française. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.